Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview des Changemakers. Je suis Julie de freelance.com et on est ici pour rencontrer Karl Azouri, le fondateur de Zenica, une entreprise qui aujourd'hui a plus de 500 collaborateurs, qui a été en plus récompensée Great Place to Work. Donc félicitations pour ça et on va parler ensemble de ta vision finalement du monde du travail, de ce qui est en train de changer, de ce que toi t'as mis en place comme changement. Donc, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis ravie donc de t'accueillir. J'aimerais te poser une première question qui est pourquoi tu as décidé de monter une entreprise et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer une entreprise différente? En fait, au début, c'était en 2006. En fait, Zenica, on l'a créé en 2006. Il y avait une volonté déjà de ma part depuis quelques années, je n'étais pas le seul avec les autres cofondateurs de vouloir créer quelque chose. Et en fait, il y a eu une opportunité, puisqu'on était dans une société de 80 personnes, on s'est fait racheter par une autre société de 1500, 2000 personnes, c'était plus la même taille, c'est plus le même projet. Donc il y a un peu l'affect qui s'est coupé à ce moment-là. Et du coup, on s'est dit, voilà, c'est le moment de se lancer. Et du coup, en 2006, on crée Zenica, l'entreprise dans laquelle on aurait aimé être en tant que consultant. Et en fait, derrière ça, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait de mettre en avant, de valoriser l'expertise technique. On parlera des changements par rapport à ce métier à l'époque en 2006. Et la deuxième volonté, c'était effectivement, alors je connaissais pas les termes à l'époque, mais tout ce qu'on peut appeler qualité de vie au travail, où en fait, effectivement, on voulait une entreprise différente dans la façon de gérer l'humain, la bienveillance. Et tu avais conscience à l'époque que tu étais sur des métiers pénuriques et qu'il fallait encore plus mettre les bouchées doubles. Finalement, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui, mais à l'époque, tu étais un peu précurseur déjà sur le sujet? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on savait que c'était un métier où il y avait de la pénurie, mais ce n'était pas notre volonté pour attirer des talents de mettre en place ce genre de principe. Donc c'était vraiment pour vous quoi. C'était pour nous, c'est-à-dire qu'effectivement on l'a vécu. Moi j'étais consultant pendant 10 ans, j'étais en mission, on a parfois le cliché de l'ingénieur informaticien. Alors je parle pour les plus âgés à l'époque, voilà, l'ingénieur informaticien qui développe l'outil, l'outil informatique c'est un centre de coûts. Le métier c'est eux qui font rentrer l'argent. Donc il y avait tout ça à ce moment-là, à peu près. Et effectivement nous on s'est dit non. Des pôles hyper finalement séparés dans les entreprises. C'est ça. Et nous, on a voulu, après avoir fait ça pendant moi 10 ans et mes associés pendant quelques années aussi, on s'est dit on allait créer quelque chose de différent parce qu'on voulait le vivre différemment. Okay. Et donc en fait, on a fait ça pour nous déjà à la base. Et ensuite, c'est déjà une bonne raison. C'est déjà une bonne raison. Et je pense que c'est ce qui bouge aussi quand on veut changer quelque chose, c'est de se dire voilà, il y a des choses où on n'apprécie pas forcément la façon dont c'est fait. Et on se dit tiens, on va le faire différemment pour le faire mieux. On espère. Et tu as des exemples justement de choses que tu fais différemment, que tu as mis en place et qui font qu'aujourd'hui, tu es dans une entreprise où les collaborateurs ont envie de travailler? Alors oui, je pense que je peux citer pas mal d'exemples. Je commencerai déjà par l'état d'esprit. En fait, c'est la bienveillance, c'est vraiment le point de départ. Moi, j'ai l'habitude de parler de signes extérieurs de coolitude, où on va mettre un baby-foot, une console de jeu, etc. Et puis ça y est, on va attirer des gens. Non. S'il n'y a pas l'état d'esprit, ça marche pas. Si c'est pour reprocher aux gens de jouer, de pas travailler, si c'est pour ne pas tenir compte quand il y a des entretiens, quand on parle d'augmentation, quand il y a des incidents dans sa vie personnelle, etc. S'il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas une bienveillance, en fait, on voit bien que ce sont juste des signes apparents de coolitude. Et donc déjà, vraiment, pour moi, le point de départ, c'est l'état d'esprit, la bienveillance. C'est un travail, on y passe 8 heures par jour, 5 jours dans la semaine. L'idée, c'est que ça se passe au mieux. Et je ne crois pas trop non plus à la séparation vie pro, vie perso. C'est-à-dire que oui, bien sûr, en général, on va laisser la vie personnelle de côté pour se focaliser sur le travail, mais parfois, on a des choses qui nous arrivent. On peut pas se séparer et donc on doit aussi être une entreprise bienveillante, accompagnée dans ces moments-là, quand il y a ce genre de situations complexes qui arrivent. Alors après, pour répondre à la question sur tout ce qu'on a mis en place, une fois qu'il y a l'état d'esprit, oui, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'autonomie, on est une entreprise horizontale, il y a très peu de niveaux de hiérarchie. On a accompagné nos collaborateurs, on en a accompagné 3 pour créer leur entreprise. D'accord. Donc ils sont devenus start-upers, on les a accompagnés. Il y en a un des 3, on est sorti quand il a fait sa levée de 10 millions. On accompagne aussi, on essaie d'accompagner sur, comme j'ai dit, sur le parcours de la vie. On a fait pas mal d'événements en fait en interne pour, et c'est toujours le terme, accompagner et faire en sorte que les conditions de travail soient acceptables. Mais c'est pas le monde des bisounours.
ça reste un travail, on a des objectifs, il y a une entreprise à développer. Moi, je dis souvent, le droit à l'erreur, c'est pas le droit à l'incompétence. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se tromper, on peut tous se tromper, moi le premier. Et je me suis trompé plein de fois. Par contre, on apprend de nos erreurs, on progresse, etc. Donc, il y a ça. Et un autre exemple aussi, c'est la formation. Ouais. Je sais que beaucoup des personnes qu'on a recrutées viennent chez nous en disant, par exemple, dans mon entreprise précédente, j'ai pas beaucoup accès à la formation, je dois me battre, etc. En fait, du coup, chez nous, en fait, moi, je dis de manière un peu marketing, un peu mensongère, que la formation est illimitée. C'est pas tout à fait vrai, bien sûr, mais en fait, en discutant avec ces personnes qui nous ont rejoints, en fait, ils savent que chez Zenica, ils peuvent avoir la formation quand ils en ont besoin. Donc, du coup, il n'y a pas de frustration. Ils la demandent pas spécialement. Et du coup, j'ai découvert ce phénomène que j'ai appelé le syndrome Tour Eiffel quand on habite Paris. C'est-à-dire qu'on habite Paris et on va pas visiter la Tour Eiffel parce qu'on peut y aller quand on veut. Donc, le fait de pouvoir accéder à la formation quand il y en a besoin... c'est un peu comme les congés illimités. Exactement. Alors, les congés illimités, c'est autre chose. Ça, c'est parce que, voilà, d'autres choses qu'on fait chez Zenica, c'est qu'on a organisé jusqu'à la pandémie, chaque année, une Learning Expedition à San Francisco. Ah ouais. Donc, voilà, parce que nos techniques connaissent des gens dans les grandes boîtes Netflix, je vais pas toutes les citer, voilà. Et en fait, on a appris que les congés illimités, en fait, souvent, il n'y a pas de compteur, du coup. Donc, quand la personne quitte l'entreprise, il n'y a pas de solde de tout compte, de congés à payer. Et on est aux États-Unis, il y a des objectifs à tenir dans la start-up. Si c'est pas tenu, on perd son travail. Donc, en fait, les congés, les gens n'ont pas le temps de les prendre et ça coûte moins cher à l'entreprise puisqu'il n'y a pas de compteur, donc il n'y a pas de solde de tout compte sur employer les congés. Voilà. Donc c'est une fausse impression que congé limité. Oui, c'est comme ce que tu décris avec le syndrome de la Tour Eiffel. C'est quelque part, tu as moins de congés qui sont pris en les donnant illimités, quoi. Exactement, tout à fait. Bon, alors ça, c'est pas ce qui retient les collaborateurs et ni ce qui leur donne envie de travailler, du coup. Donc soit ce que tu m'as décrit, que finalement, c'est un peu c'est même carrément une culture d'entreprise que tu as mis en place et qui fait que tu attires les bons talents sur un secteur pénurique, donc c'est que ça marche. Et alors, justement, aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui se posent la question de comment y arriver, puisque on a traversé une période un peu difficile, que les gens travaillent à distance, que souvent les entreprises n'étaient pas habituées au télétravail, notamment. Il y a un peu cette perte de vue des collaborateurs et donc on ne sait pas, il y a parfois même un manque de confiance qui fait qu'on n'arrive pas forcément à les manager. Beaucoup d'entreprises ne sont pas prêts à ça. Toi, c'est quelque chose que tu sais faire, que tu as mis en place. Est-ce que par rapport à ce genre de choses, tu aurais des conseils à donner aux entreprises, des tips pour expliquer un peu qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et pourquoi c'est important de le faire finalement? Ouais, non, c'est une très bonne question. Déjà, nous, on était très favorables au télétravail bien avant la pandémie. La seule contrainte, c'était au moins la veille de prévenir qu'on serait chez soi. Et moi, je suis toujours parti du principe, justement, la confiance, c'est super important. Alors, encore une fois, je donne pas de leçons, je partage notre expérience, ce qu'on vit chez Zenica. Et donc, typiquement, moi, j'ai l'habitude de dire, bon, même si on reste chez soi parce que on va recevoir une livraison ou parce qu'il y a quelque chose à faire et qu'on va travailler moins que d'habitude ce jour-là, en fait, c'est pas grave du tout. Voilà, parce qu'il y a des personnes impliquées, ils sont engagés dans l'entreprise. Par ailleurs, ils travaillent énormément. Donc, on a le droit, justement, d'avoir des espaces de décompression. Et à un moment, il y a une contrainte personnelle, on est chez soi. Et si on a travaillé que 3 heures ou 4 heures dans la journée, ou moins, c'est pas grave. Ensuite, sur le travail et la confiance, en fait, j'ai lu ça. Moi, j'ai pas expérimenté chez nous, mais je pense que c'est vrai. En fait, souvent, quand on est au bureau, il y a l'apparence du travail. On est occupé, on va dans des réunions, on circule, on discute avec les gens, etc. Quand on ne se voit pas, en fait, il n'y a plus l'apparence du travail, il reste le résultat. Qu'est-ce que la personne a fait? Et avec tous nos clients, chez nous aussi, et je pense chez vous probablement, on a tous constaté que pendant le confinement, justement, la productivité augmentait, en fait. Parce qu'il y avait déjà cette peut-être pression indirecte du résultat, puisque sinon, comme on voit rien, on attend le résultat. Et puis, tout simplement parce qu'on n'est pas interrompu, parce qu'on est chez soi et on fait des horaires plus longs. Donc, bien sûr, c'est pas un mode viable sur le long terme, parce que je pense que beaucoup de gens l'ont expérimenté, cette fatigue pendant cette pandémie, parce que trop de travail. Exactement. D'être tout le temps sur l'écran, avec toujours des sujets. On enchaîne les réunions. On a moins de temps, finalement, pour aller boire un verre d'eau, un café. Exactement. Et même pour sociabiliser, puisque quand on croise des gens, c'est plus facile. Et là, pour parler à quelqu'un, il faut explicitement l'inviter sur une conférence, etc. Bon.
Donc déjà, il y a cette confiance et le remote, je pense que et le télétravail, c'est un bon moyen. Donc nous, on est convaincus maintenant de mettre en place vraiment un mode de travail hybride, donc de garder ce côté télétravail. Bien sûr avec du présentiel. Donc le bureau soit un lieu d'accueil, de partage, voilà, et bien sûr une partie qu'on peut faire en télétravail, puisque aussi on l'a constaté, même les personnes chez nous réfractaires au télétravail, avant la pandémie, elles ne se voyaient pas rester chez elles. Maintenant, elles sont contentes d'être chez elles et de plus prendre des transports en commun 2 heures par jour quand on habite Paris. Enfin voilà. Oui. Donc récupérer plutôt les enfants. C'est ça. Et après, effectivement, on essaie d'organiser du lien entre les personnes. Parce qu'on le perd un peu, donc heureusement qu'on retrouve du lien social et qu'on peut revenir au bureau. Donc je pense que le mix est important. On a organisé un blind test avec un groupe de musique en direct, en visio. Donc c'était très bien, ça crée du lien. Donc c'était un apéro, concert de musique. Donc ce qui retient les gens, vraiment, c'est ma conviction, c'est un environnement bienveillant pour les accompagner dans leur parcours de carrière. Parce que moi, je dis toujours que l'entreprise, pourquoi on reste dans une entreprise? Parce qu'on apprend des choses, parce qu'on grandit au contact des autres, etc. Et j'ai l'habitude de dire, puisqu'on parle de freelance, et quand des gens chez nous décident de partir pour être freelance, je dis si l'entreprise n'apporte rien, effectivement, on pourrait faire le choix du freelancing. Par contre, pour moi, vraiment, l'entreprise doit apporter quelque chose, accompagner sur un parcours professionnel, sachant que l'entreprise aura toujours plus de moyens qu'un individu, donc on peut investir, on peut faire des choses. Mais voilà, les gens restent parce qu'il y a un intérêt dans ce qu'ils font et parce qu'il y a des perspectives professionnelles. Tout ce qui est signe extérieur de coolitude retient un temps, mais ne retient pas dans la durée, parce que dès qu'une opportunité intéressante se présente, la personne va partir. Oui, évidemment. Et donc toi, sur cette mise en place du travail flexible, un peu hybride, entre le télétravail, la vie pro, la vie perso, où tu laisses un peu de souplesse, tu as accompagné ça d'une structure particulière, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui mettent en place des chartes, des règlements assez protocolaires, etc. Toi, tu as fait ça comment? Alors ça commence. Organiser tout ça, ça commence. On n'est pas très avancé là-dessus. Par contre, dans les faits, on a recruté donc une personne qui habite sur l'île de la Réunion, donc qui travaille pour un de nos clients en France. Là, je faisais un entretien ce matin, une personne qu'on va recruter qui va travailler depuis Marseille, alors qu'on n'a pas de bureau là-bas. On a notre directeur technique qui était à Singapour, notre agence à Singapour, qui est revenu en France mais qui est installé à Dijon. On n'a pas d'agence à Dijon. Donc voilà, c'est quelques exemples où effectivement on a déjà mis en place ce genre de choses, mais effectivement on est en train de le structurer d'un point de vue administratif, RH. Ça c'est normal parce qu'il y a des aspects réglementaires à respecter, assurance mutuelle, etc. Par contre dans la démarche, on a déjà initié ce mouvement. Oui, et puis finalement, tu étais à sa avant-garde là-dessus. Alors du coup, ce qui m'intéresserait peut-être pour conclure, c'est ta vision de l'entreprise de demain. Comment tu penses que ton entreprise va évoluer? Ça va être quoi la nouvelle manière de travailler et qu'est-ce qui a permis finalement toute cette période là qu'on vient de traverser? Alors, pour moi, si je me projette dans les 10 prochaines années et quel impact de changemaker j'aimerais avoir, donc c'est pas d'aller sur Mars, mais je me dis que voilà, le numérique, et ça fait quelques années déjà qu'on a ces réflexions, le numérique permet de répartir le travail sur tout le territoire national. Donc on n'est pas obligé d'être concentré à Paris, à la Défense ou dans des agglomérations pour pouvoir trouver un travail intéressant. Donc je distingue ça du télétravail, c'est vraiment monter des équipes. Donc l'exemple que je prends qui est assez simple, si on a une tour à la Défense, on imagine chaque étage dans une ville différente en France. Voilà, parce qu'on sait bien que toutes les personnes qui travaillent dans une tour ne travaillent pas toutes ensemble. Donc ça reste un projet d'équipe, ça reste de l'humain. Du coup, dans des meilleures conditions, ça respecte l'environnement, on favorise le local, production locale, etc. Et mais la pandémie, je pense, montre que c'est possible. Que cette vision de se dire il y a quelques années déjà qu'on peut répartir le travail sur tout le territoire national, effectivement, on l'a vécu depuis 1 an et demi. Je suis pas le seul, on n'est pas la seule entreprise. Il y a d'autres entreprises où on apprend après coup pour changement d'adresse côté RH que les personnes ont déménagé. Ouais. Par exemple, voilà, elles habitaient Paris ou ailleurs et puis elles sont installées dans une autre ville avec meilleur confort, mais elles peuvent continuer à travailler puisque le remote le permet. Donc, dans ma vision sur les 10 ans, en fait, ce que je pense, et on devrait peut-être tous œuvrer à ça, c'est faire en sorte de pouvoir
déplacer le travail, ne pas le concentrer dans des endroits, profiter de tout l'espace qu'on a en France. Et ça permettra, j'en suis certain, de répondre à beaucoup de problématiques sur l'écologie, sur le bilan carbone, etc. Grâce à ce travail. Et ben justement, ça, tu le constates avec tes clients. Tu vois qu'il y a cette démarche aussi, cette volonté que toi tu as pour ton entreprise. Mais est-ce que tu vois que les clients sont prêts à ça ou pas encore? Alors, pas encore, c'est nouveau. Je pense qu'il faut s'habituer, sensibiliser. Par contre, on voit effectivement des clients, des entreprises qui se posent la question, ne serait-ce que dans leurs locaux où déjà c'est plus de mètres carrés, dans des endroits où c'est plus cher, alors que si c'était réparti ailleurs, ça coûterait moins cher, etc. Donc, il y a aussi des problématiques économiques, des intérêts économiques qui rentrent en jeu. Donc, je pense qu'on en est au début, et à nous de porter la bonne parole. Et en tant que changemaker, c'est de pouvoir, et j'ai eu l'occasion d'en parler ici, de pouvoir partager là-dessus. Et ensemble, on va pouvoir y arriver. Je pense que c'est possible. Et ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi montre que le travail à distance est possible. Donc, autant en profiter pour donner des bonnes conditions de vie. Je dirais pas que de travail, mais de vie à tout le monde, et ne pas avoir des contraintes de transport et autres. Et on voit comment ça peut se passer par endroits, à Paris ou ailleurs. On se dit qu'on aimerait peut-être travailler ailleurs avec son équipe, mais pas forcément dans les mêmes conditions qu'à Paris. Tout à fait. Bon, excellent. Merci pour cette interview et de rien, ta merci présence beaucoup. sur le plateau. Avec plaisir. Et donc, vous pouvez revoir cette interview sur toutes les plateformes de podcast ou vidéo, et ainsi que les autres interviews de Changemakers. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.